Bienvenue dans les solutions de la chasse, l'héritage enfoui. La chasse se présentait sous la forme d'un PDF contenant 12 énigmes, chacune accompagnée d'un visuel. En préambule, un texte introductif permettait aux joueurs de comprendre les origines de cette chasse. Sarah, après la mort de son grand-père, retourne dans sa maison et découvre dans l'atelier de celui-ci un carnet contenant des énigmes. Un visuel représentant l'atelier de Lucien nous permet de s'apercevoir que celui-ci est en règle générale désordonné, contient des tableaux de peinture, des éléments de chimie, un élément de musique, des pinceaux et des feuilles au sol. L'énigme numéro 1 avait pour titre « Commencement ». Sarah se mit en ordre de marche. Elle fit l'inventaire du nécessaire, un sac à dos, un bloc-notes, des crayons, une boussole, un mètre, et surtout son cœur aussi pur que de l'argent. Le visuel de cette énigme représente une carte de la France, sur lequel et autour de laquelle nous retrouvons des éléments communs. Carnet, crayon, instrument de mesure, tour Eiffel. Reprenons le texte. Sarah se mit en ordre de marche. Cette phrase invite le joueur à remettre en ordre le carnet d'énigmes. D'ailleurs, le joueur aura remarqué que les numéros des énigmes ne se suivent pas, ne le font pas d'une manière cohérente. En regardant le numéro de tous les énigmes, nous pouvons apercevoir que le maximum des énigmes est 118 et le minimum 1. Une petite recherche en lien avec l'atelier de Lucien et les éléments chimiques découverts dans l'atelier nous emmène tout droit vers le tableau périodique des éléments. Le tableau périodique des éléments comporte le chiffre 1 comme élément le plus simple et le chiffre 118 comme élément le plus complexe, le plus loin du tableau. Une indication supplémentaire sur le fait que l'ordre des énigmes est lié aux éléments du tableau périodique. Malgré cela, nous devons conserver un ordre cohérent. L'ordre croissant des énigmes ne peut pas correspondre en mettant 118 en dernier. Le texte de la 118 ne semble pas être la dernière énigme. En revanche, la dernière énigme du livret, quant à elle, semble bien être la dernière énigme. Dans l'alliance du geste et du regard posé se révèle l'héritage, enfin dévoilé. On nous demande de creuser au pied de la pierre, on s'aperçoit que c'est la dernière énigme. Donc le 117 est bien le dernier numéro. Pour trouver une cohérence dans tout cela, il fallait retourner dans l'atelier de Lucien et s'apercevoir, accroché au mur, ici, un calendrier relativement imposant et flou qui aiguillait le joueur à regarder les dates de découverte des éléments chimiques. En utilisant les dates de découverte des éléments chimiques, on obtenait une nouvelle liste et un nouvel ordre, qui était donc celui-ci. Et on s'aperçoit que l'énigme numéro 1 reste bien première du carnet, et que l'énigme 117 reste bien la dernière énigme du carnet. L'ordre est donc confirmé. Il faudra donc classer les énigmes dans cet ordre-là. Continuons la lecture de l'énigme numéro 1. Elle fit l'inventaire du nécessaire, puis une liste d'inventaire. Dans cette liste d'inventaire, nous devons remarquer que tous les éléments comportent le terme 1 ou D, à l'exception d'un mètre, pour lequel nous avons un chiffre 1, et mètre qui possède une majuscule. Couramment, le mètre s'écrit avec un M minuscule. Nous retenons donc le chiffre 1, puis la lettre M. Et surtout son cœur, aussi pur que de l'argent. Ici, le joueur devait s'intéresser à l'argent et à la qualité de l'argent. Une petite recherche
sur Internet nous emmener sur les classifications d'argent, où on s'aperçoit que l'argent 999 est l'argent le plus pur, mais qui ne peut pas être utilisé car trop malléable. Puis l'argent 950 et enfin l'argent 925 qui porte le nom d'argent sterling et qui est l'argent communément admis en bijouterie. Il fallait donc retenir ce numéro, l'argent 925. En associant 1, M et 925, on obtenait une référence, la référence d'une carte IGN 1M 925, qui est la carte de France. Cette carte n'était pas obligatoire dans le jeu, comme nous le verrons. D'ailleurs, je ne l'utiliserai pas dans la démonstration des solutions, mais elle rendait la chasse beaucoup plus simple. Nous avons donc résolu l'énigme 1. Passons à l'énigme suivante, l'énigme 81. Dans cette énigme, nous avons en titre M.22.16, puis une succession de chiffres. M.22.16 devait inviter le joueur, en consultant Internet, à trouver la référence, un verset biblique bien connu qui dit que ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Cette phrase permet de connaître le système de codage utilisé pour le texte dessous. Il s'agit d'un codage en nombre premier. Le codage en nombre premier, alors certaines personnes l'ont directement utilisé dans des codes. Alors, c'est pas un test de primalité qu'il faut faire, mais une substitution en nombre premier. Donc, hop, nombre premier, substitution de nombre premier. Certains d'entre vous ont directement mis ça dedans et ont déchiffré, et en obtenaient un texte plus ou moins compréhensible. On s'apercevait qu'on était sur la bonne voie. Alors il suffisait un peu de réagencer les chiffres, de manière à avoir que des nombres premiers, comme on peut le voir ici. Et en réagençant ces chiffres comme ça, on obtenait un texte qui était « Hâte-toi de prendre le chemin, voici la cité Carmin, en son cœur une boucle fortifiée, cache des secrets à déchiffrer. » Donc, nous avons obtenu un texte compréhensible, on doit prendre un chemin pour nous diriger vers la cité Carmin, et dans le cœur de cette cité, on doit retrouver une boucle fortifiée qui cache des secrets à déchiffrer. Le visuel de l'énigme, lui, représente effectivement la couleur rouge, la couleur carmin, avec une porte, une arche, derrière laquelle on aperçoit un halo lumineux, ce halo lumineux qui se dirige vers le sud. C'est également un indice, donc nous sommes actuellement dans la maison de Lucien à Saint-Clair-sur-Epte, et nous allons nous diriger d'après le halo lumineux vers le sud, dans l'espoir de trouver la cité Carmin. Cette cité Carmin, pour la trouver, il fallait prendre la carte IGN et lister un peu les villes qui étaient dans l'alignement de Saint-Clair-sur-Epte. Donc cet alignement, il est ici, entre les deux points, donc Saint-Clair-sur-Epte au-dessus de Paris et la ville arrivée. En fait, on s'apercevait qu'on trouvait une ville qui s'appelle la ville Messac. Messac qui est une référence également à l'énigme 1 et son inventaire. Puisque si on revient sur l'énigme 1, on s'aperçoit qu'elle part avec un sac et qu'elle a bien le sac ici sur le visuel. Donc la sonorité sac devait dire au joueur qu'il était sur une bonne piste. Une petite recherche sur la ville de Messac. Donc hop, je prends une petite recherche sur la ville de Messac. On s'aperçoit un peu, que la ville est bien de couleur rouge, avec son grès très caractéristique. C'est ici d'ailleurs, hein, les quartiers anciens sont bâtis en grès rouge. Et on cherche une boucle fortifiée, et finalement on trouvait que Messac
est un village fortifié ou un castrum. Donc c'était un des éléments, village fortifié, mais il y en avait également un autre, et la boucle fortifiée notamment. Cette boucle fortifiée, alors en utilisant Google Maps, sur la carte hygiène on n'est pas assez précis pour réussir à le voir, on peut s'apercevoir que la ville donc de Messac, ici, possède autour d'elle, autour du centre, le boulevard des remparts, donc la boucle fortifiée. Donc le boulevard des remparts, c'est ni plus ni moins que les remparts anciens qui n'existent plus aujourd'hui, mais la boucle existe toujours visuellement sur la carte. Donc cette boucle fortifiée, c'était ici. Et du coup, le secret à déchiffrer, eh ben, c'est tout simplement ce qui est affiché ici, c'est le castrum, qui est le cœur historique de Messac. Pardon. Donc il fallait déchiffrer le castrum. Alors, dans cette énigme, il y avait un petit confirmateur, tout simplement au niveau des dates. Si je reprends la date des éléments de découverte, hop, on obtient la date 1861 pour l'énigme 81, et 1861 est la seule date parmi celles-ci dont le chiffre donne un nombre premier. Bon, voilà. C'était un petit peu un confirmateur que peu de monde ont trouvé, mais qui permettait de confirmer qu'on était sur la bonne piste. On pouvait avancer très bien sans celui-là. Donc nous sommes arrivés à Messac, et nous avons trouvé son castrum. Ici, l'énigme s'arrête. Nous passons à l'énigme suivante, l'énigme 31. L'énigme 31, donc, se compose sous la forme d'une charade et d'un visuel. Donc la charade et un visuel aux couleurs très bleutées, très bleu-vert un peu. Alors le visuel ne nous apprend pas grand-chose. Il est plus là dans l'interprétation, et on le verra plus dans une fois la charade résolue. Donc cette charade était en fait une charade à grande partie phonétique. Il suffisait de lire la charade à haute voix pour réussir à comprendre ce que l'on cherchait. Donc mon premier est un K. Un K, phonétiquement, ça nous donne la lettre K. Mon deuxième, sommet du bœuf. Phonétiquement, on n'obtient pas grand-chose. Là, il fallait effectuer une petite recherche, et on obtenait la lettre A, tout simplement puisque la lettre A, à l'origine, était représentée par une tête de bœuf. Donc c'est bien le sommet du bœuf, la tête du bœuf, et on obtient la lettre A. Puis nous avions, mon troisième contient un œuf. Qu'est-ce qui contient un œuf? Le nid, tout simplement, donc la lettre I. Mon quatrième et mon cinquième font l'impair. Il fallait comprendre dans font l'impair qu'il fallait récupérer les lettres utilisées jusqu'à présent au nombre impair, c'est-à-dire la première et la troisième, qui sont les deux chiffres impairs utilisés jusqu'à présent. Donc il fallait récupérer la lettre K et la lettre I. Mon sixième à 41 veaux. Pour celui-ci, il fallait faire une petite recherche au niveau de la table ASCII, qui est la table qui représente les codages de caractères en informatique. Et en recherchant le numéro 41, alors il y avait trois possibilités. 41 qui nous donnait un point d'exclamation, 41 qui nous donnait une parenthèse, et enfin 41, je l'ai perdu, qui nous donnait la lettre A, ici. Donc il fallait retenir la lettre A. Mon dernier siffle, la lettre S, puisque la lettre S siffle quand on la prononce. Du coup, nous obtenions le mot Kaikias. Kaikias, en faisant une petite recherche sur Internet, on obtenait cette page Wikipédia qui nous disait que Kaikias est une divinité qui personnifie le vent de nord-ouest. Cette charade nous permettait donc d'obtenir une direction nord-est. Cette direction nord-est, en fait, il fallait continuer la charade puisque nous avons mon tout, donc direction nord-est, Kaikias, sera donc reflet de ton regard sera. Le reflet du regard, généralement, nous fait penser au miroir, à son double. Il suffisait donc de prendre une boussole, de regarder la boussole dans un miroir,
et on s'apercevait que la direction nord-est sur la boussole devenait la direction nord-ouest. Donc nous prenons la direction finale, nord-ouest. Nous avons donc résolu la charade, et nous pouvons passer à l'énigme d'après. L'énigme d'après est la numéro 67. L'énigme d'après possède un titre, Légio 23, puis une succession de trois lettres en bloc, et enfin un visuel qui nous fait penser à la couleur rose, évidemment, et alors pour certains à des cheveux, d'autres à des traits de pinceau. Le but ici étant de récupérer plutôt l'idée tourbillonnante. Le titre Légio 23 fait automatiquement penser aux légions romaines, et une petite recherche internet sur les légions romaines nous indiquait que la légion romaine va jusqu'à 22, et que la légion romaine 23 n'existe pas. Certains d'entre vous ont réussi à me trouver des pièces, d'autres des jeux Lego avec la légion 23, mais sur le papier, la légion 23 n'existe pas. Il fallait comprendre la Légion 23 autrement. Il fallait plutôt la comprendre comme étant la référence à Rome, aux Romains, et le 23 pour l'alphabet. Pourquoi l'alphabet? Puisque du temps des Romains, l'alphabet tel que nous le connaissons n'existe pas, et il y a 23 lettres seulement. Les 23 lettres ici, voilà, à laquelle on aura retiré la lettre J, la lettre U et la lettre W. Puis, il fallait regarder le texte. Donc, le texte, ces blocs de 3 lettres invitent forcément à un codage informatique. C'est la représentation typique du codage. Pas informatique, excusez-moi, mais un cryptage. En prenant ça et en le passant dans des codes que certains ont fait, on ne trouvait pas grand-chose. Alors, il fallait également comprendre que dans l'énigme 81, nous n'avons pas utilisé l'entièreté du message lié au titre. Le verset biblique nous disait que les derniers seront les premiers. Alors ça nous a permis de déchiffrer avec le code premier, mais on n'a pas utilisé le sens inversion. Et c'est ici qu'on va devoir utiliser le sens inversion. Donc on va réutiliser tout ce bloc de texte. Et premièrement, ce qu'on va faire, c'est aller inverser ce texte. Donc pour ça, on pouvait utiliser toujours notre site favori des codes. On inversait le texte, on obtenait donc ce petit texte-là. Et on devait utiliser en deuxième partie un cryptage qui est très connu, qui est quasiment utilisé à chaque chasse, qui est le cryptage Wigner. Donc on va directement aller sur Wigner, hop, chiffre de Wigner, et on va soumettre notre texte remis dans l'ordre. Alors on se souvient qu'on est sur l'alphabet romain, donc l'alphabet de 23 lettres, dans lequel je retire la lettre J, je retire la lettre U, et je retire la lettre W. Et donc je vais essayer de déchiffrer ce message. Alors certains l'ont fait comme ça, hein, ils sont partis en déchiffrage automatique. Et on voit que si on s'en va en déchiffrage automatique, on obtient la première solution qui est castrum, mais le U a été renversé et remplacé par le V. En fait, la clé de l'énigme était bien ici, c'était bien castrum. Le secret à déchiffrer, c'était castrum, mais en version romaine. Donc castrum avec un V. Et donc on obtenait un nouveau texte, hop, que je vais copier. Et ce texte-là, on va essayer de le remettre un petit peu dans l'ordre. Donc je copie ce texte. Hop. Donc on obtenait une suite qui, à première lecture, pouvait sembler un peu incompréhensible, mais on s'aperçoit vite fait qu'en fait c'est du latin. SDA, en faisant un petit réagencement,
on pouvait réagencer comme ça, voilà, SDM, RT. Et en fait, on obtenait, en faisant quelques petites recherches, ce texte, qui était en fait une traduction des dates en version latine. Donc je passe mon piètre latin. On obtenait du coup 3 dates, à savoir donc, le 9 juin 1998, le 11 août 1890 et le 5 novembre 1956. Alors, pour continuer la recherche, il fallait interpréter le visuel. Le visuel est rose, avec des effets tourbillonnants, et ce visuel devait être interprété comme étant la rose des vents, en lien aussi avec la charade, dans lequel on avait trouvé un vent. En interprétant la rose des vents, son rôle, c'est d'afficher les points cardinaux. Donc ici, le but de la recherche, c'est de rechercher les points cardinaux. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout cardinaux. En faisant une petite recherche avec les dates et le terme cardinal, on pouvait obtenir 3 cardinaux, donc à savoir Agostino Casaroli, donc décédé le 9 juin 1998. On obtenait également le cardinal John Henry Newman, lui-même décédé le 11 août 1890, et on obtenait un 3e cardinal, qui était le cardinal Jules Saliège, décédé le 4 novembre 1956. On obtenait 3 cardinals pour 3 points cardinaux. Jules Saliège représentait le sud par l'initiale S de son nom. John Henry Newman représentait le nord pour l'initiale N. Agostino Casaroli, alors un petit peu de recherche sur ce cardinal nous apprenait qu'en fait il était cité comme étant le cardinal de l'Est, parce qu'il avait beaucoup de relations avec les pays de l'Est. Donc on peut le voir ici, voilà, avec les pays communistes du bloc de l'Est. Donc il nous manquait un cardinal. Donc si on suit, on a le nord, on a le sud, on a l'est, il nous manquait le cardinal de l'ouest. Donc nous sommes à Messac, on a pris une direction nord-ouest, il nous manque un cardinal à l'ouest. Et un cardinal dont l'initiale ne sera pas O, puisqu'on voit que Casaroli, son initiale n'était pas E. Automatiquement, dans l'idée de beaucoup, quand on cherche un cardinal en France, on pense au cardinal le plus emblématique de France, qui est le cardinal Richelieu. Et effectivement, il fallait partir sur le cardinal Richelieu. Le cardinal Richelieu qui a fondé une ville éponyme, donc la ville de Richelieu. Et en regardant sur une carte où se situe Richelieu par rapport à Messac, on s'aperçoit qu'en fait, l'axe Messac-Richelieu se situe dans un axe nord-ouest, nord-nord-ouest. Donc on est sur la bonne direction. Et la résolution de cette énigme, c'était de se diriger à Richelieu. Nous passons donc à l'énigme suivante. Donc l'énigme suivante était l'énigme 59. L'énigme 59 était constituée d'un très court texte. Ici le coq chanta pour une chouette, mais ni poussin ni chouetton ne vit le jour. Et le visuel était un visuel représentant une chouette, un hibou, du coup plus une chouette on dira, des notes de musique qui s'envolent, ce qui peut s'apparenter à un balcon et à un contexte origamique. Alors première chose, dans cette énigme, ici le coq chanta pour une chouette, ni poussin ni chouetton ne vit le jour. Vous avez été quelques-uns à faire la remarque. Effectivement, ne vit le jour n'est pas une forme correcte. C'est une forme fautive. On aurait dû dire ne vit le jour. Alors j'ai insisté sur Discord en disant que la faute était volontaire. Et on va voir pourquoi.
Alors tout d'abord, cette énigme et cette faute doit faire penser, alors d'abord le visuel, on va reprendre plutôt le visuel, le balcon, le fait qu'il y ait de la musique qui monte, et ça a été assez limpide pour certains d'entre vous, ça fait penser à la scène de Roméo et Juliette. Alors effectivement c'est la scène de Roméo et Juliette, et il fallait connaître un peu l'œuvre et retrouver dans l'œuvre cette partie où Juliette dit: c'est le jour, fuis vite, va-t'en part, c'est l'alouette qui détonne ainsi. Alors, l'alouette était ici la chouette, qui lance ses notes rauques, etc., etc. Et à un moment, on dit que l'alouette prolonge si doucement les accords, cela n'est pas, car elles rompt le nôtre. Et l'accord rompu ici, c'est l'accord nevu, qui en réalité n'est nevi. Donc c'était une référence à Roméo et Juliette. Une fois qu'on avait trouvé cette relation Roméo et Juliette, ce contexte de musique au pied d'un balcon fait penser à deux styles musicaux possibles, l'aubade ou la sérénade. Et ici, il fallait s'intéresser à l'aubade. Alors pourquoi l'aubade? Parce que c'est le coq qui chante pour la chouette. Donc le coq est la levée du jour et la chouette est le symbole de la nuit. Donc il y avait cette dualité qui était ensemble. Il fallait penser à aubade. Cette fois-ci, le coq et la chouette étaient une référence. Il y avait deux références en fait. Il y avait à la fois la référence jour-nuit, mais également la référence avec le coq symbole français, et la chouette représentait en réalité la chouette d'or, la chouette que tout le monde, du moins une partie des Français, a cherché pendant des années. Et en faisant cette relation-là, français, chouette d'or, scène musicale aubade, on réutilisait le côté inversion de la 81, et de aubade on passait à Dabo, tout simplement la ville de Dabo. Alors, je vais afficher le... Donc aubade, voilà. Si on l'inverse, on obtient ED A B A U. Bon, pas ça, mais en fait, aubade, on pouvait l'écrire très bien, aubade, dans le sens un peu notation musicale anglaise. Alors, même si le O n'existe pas en notation musicale anglaise, c'était un peu l'idée. Et aubade, du coup, dans cette version-là, on peut bien l'écrire Dabo. Donc, on partait sur la ville de Dabo. Dabo qui était archi connu. Donc, hop. Voilà, la petite ville de Dabo, située en Moselle, et qui a été le théâtre de nombreuses recherches, notamment liées à la chapelle Léon. Avait eu l'idée de citer Dabo et la chapelle Léon, justement, et en faisant un petit jeu de mots de aubade à Noël. Pour la chapelle Saint-Léon, quand on inverse Léon, on obtient Noël, Dabo, aubade. Et malheureusement pour lui, il l'a pas soumis tout de suite. Il a fallu attendre quelques semaines avant qu'il soumette la vraie proposition. Et il a peut-être perdu un peu de temps là-dessus, ce joueur. Donc quoi qu'il en soit, on était à Richelieu, et on arrive à Dabo. On va passer à l'énigme suivante. Donc l'énigme suivante était l'énigme 18. L'énigme 18 qui comportait un texte. Au seuil du sacré, un mystère s'étend. Entre lacs de chemin, dédales patients, 4 gardiens veillent aux confins, leurs regards croisés sur un destin. Couronne solaire et plumes de sagesse, sillons célestes et griffes en liesse, quaternité divine en un seul corps, leurs essences mêlées changent de décor. Courant invisible aux 4 orients, guide les pas du chercheur patient, qui nous verra à la fin si l'égaré trouve le chemin. Alors c'était un texte qui était en rime, mais on va voir qu'ici il n'y avait pas trop d'intérêt, c'était que du décor. Et puis on avait un visuel un petit peu bleuté, avec comme un aspect un peu lit de rivière, et puis sur le côté droit une croix chrétienne dorée. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette énigme? D'abord il fallait
réussir à extraire de cette énigme une idée, les quaternités divines en un seul corps, et notamment couronne solaire, plume de sagesse, sillon céleste, griffe en liesse. En fait, c'était la description de ce qu'on attendait. Et ça, c'était le tétramorphe. Et ça, vous avez été assez nombreux à le trouver rapidement. Donc le tétramorphe, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une représentation des 4 évangélistes sous une forme allégorique. Donc on va représenter l'homme pour saint Matthieu, référence à Matthieu de M 2016, l'aigle pour saint Jean, le taureau pour saint Luc et le lion pour saint Marc. Donc on avait bien un tétramorphe. Si on continuait l'énigme, on avait aussi, en tout premier, au seuil du sacré, un mystère s'étend. Alors le seuil du sacré, ça signifie deux choses. Soit ça peut être le parvis, soit ça peut être la porte. Et après questionnement, j'avais répondu, je crois dans une des questions, que ça concernait la porte. La porte de l'église, puisqu'ici on voit bien qu'on a un côté religieux et qu'on cherche une église, une cathédrale, une abbaye, un bâtiment religieux concrètement. Entre l'acte de chemin, dédale patient. Donc là on a une idée, un dédale, un labyrinthe. Donc on recherche un labyrinthe à l'entrée d'un bâtiment religieux. Donc là il fallait aller chercher sur internet la liste des la liste des églises qui contenaient des labyrinthes, et on pouvait très bien le trouver facilement en allant sur le site Décoder Églises et Châteaux, où on avait une liste de bâtiments religieux français qui contenaient un labyrinthe. Et en feuilletant cette liste et en allant chercher quelques éléments, on trouvait l'église, je ne sais pas si je l'ai mis ici, l'église de Célestat, l'église Sainte-Foy de Célestat. Alors, on pouvait trouver la solution en allant sur un site. Bon, chacun appréciera le site comme il veut, qui était un site magnétiseur, bon, mais qui avait l'avantage de posséder les images. Et on pouvait voir que le labyrinthe se situait à l'entrée de l'église de Célestat, mais qu'en plus de ça, à chaque coin du labyrinthe, en fait, on pouvait retrouver ces petits symboles. Et ces petits symboles, ce sont les fleuves. Et c'est voilà, selon l'Ancien Testament, le jardin d'Éden était traversé de 4 fleuves. Voilà. Et c'était ça qu'il fallait retrouver. Et ce qui nous permettait de choisir Célestat. Voilà. Donc c'était le côté un peu bleuté de visuel qui nous faisait penser à ça, et c'est les 4 orients. Voilà. Courant invisible aux 4 orients, et ben les courants, c'est les courants d'eau, ce sont les fleuves. Donc on tombait sur Célestat, plus précisément l'église de Célestat. L'énigme suivante était l'énigme 36. Hop. Alors l'énigme 36 était ici constituée d'une courte phrase. Pour voir le tableau dans son entier, il faut s'éloigner du pinceau et observer la fresque. Et le visuel était un visuel qui représentait un tableau, on dira, voilà, un format portrait d'une feuille qui s'en va en se réduisant. Alors l'indice était dans le tableau, effectivement, dans le sens où il y a cet aspect de profondeur et de réduction de taille qui était intéressante à retrouver. Et ici, pour voir, en fait, fallait prendre appui sur ce qui était écrit, donc c'était pour voir et observer. Et s'éloigner du pinceau, accessoirement, c'était le petit lien de distance. En fait, cette suite de chiffres qu'il y avait derrière était en fait un système un peu de polybe, un système de coordonnées,
Et c'était sous-entendu dans l'énigme 1. Dans l'énigme 1, si on revient ici, avec ce fameux carnet à double spirale, où beaucoup ont cherché pourquoi double spirale, mais en fait, double spirale, ça fait penser à un système de coordonnées. La spirale du haut et les spirales du côté, le croisement de chaque nous donne une coordonnée. Ben, c'est un peu ce qu'il fallait faire ici, et pour ça, il fallait, comme j'ai dit, s'appuyer sur voir et observer, et l'aspect du tableau, et en fait, il fallait trouver une échelle que tout le monde connaît, qui est l'échelle de Monnoyer. Cette échelle de Monnoyer, en fait, c'est l'échelle qu'on a au test de vision, tout simplement. Et donc on obtenait cette échelle-là, et en utilisant du coup les éléments affichés ici, 6, 6, 6, 9 par exemple, hop, on va les voir. Alors 6, 6 et 6, 9. Il nous suffisait de prendre là l'échelle 6 dixièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on obtenait la lettre S. Et on avait du coup 6, 9. On reprenait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on obtenait un I. Et en continuant le cheminement comme ça, on obtenait la ville de Sisteron. Donc le résultat de l'énigme était la ville de Sisteron. L'énigme suivante était donc l'énigme 86. Et cette énigme 86 était constituée donc d'un texte, un titre, ne vois-tu rien venir, trouve-les, et une succession de nombres. Et une succession de nombres, et quand on comptait, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, enfin 8 nombres différents, dans un ordre croissant. Alors le titre de cette énigme, ne vois-tu rien venir, fait tout de suite penser à cette phrase issue du conte de Charles Perrault, Barbe Bleue. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir. Alors effectivement, c'était cette référence-là. On va reprendre le texte, vite fait. Alors c'était Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir. Mais il fallait pas s'arrêter ici. Il fallait continuer la phrase, et la suite de la phrase, c'était quoi? C'était je ne vois que le soleil qui poudroie. Voilà, c'était ça. Et en utilisant je ne vois que le soleil qui poudroie, on avait un indice sur ce qu'il fallait trouver. Il fallait trouver en réalité des planètes. On était dans le système solaire, tout simplement. Et pourquoi 8? Ça colle parfaitement, puisqu'on a bien 8 planètes. On en avait 9 avant, mais Pluton a été déclassé. Du coup, on n'a bien que 8 planètes. Et donc la phrase « trouve-les » nous emmenait à trouver les planètes. Mais pas seulement. Il fallait également trouver une deuxième chose, c'était à quoi correspondent ces chiffres. Alors, on n'a pas parlé du visuel, mais le visuel, qu'est-ce qu'il représentait? En fait, c'était une représentation très, très abstraite du système solaire, avec en son centre un soleil, et on voit un peu les planètes qui peuvent tourner autour. Et puis on voit qu'il y avait une petite indication, MKM, qui était 3 lettres, et ces 3 lettres MKM, en fait, étaient l'abréviation de millions de kilomètres. Donc on avait millions de kilomètres, on avait des numéros, on avait des planètes, et avec tout ça, il fallait essayer de trouver quelque chose. Donc pour continuer à résoudre cette énigme, il fallait aller chercher dans les références des planètes ce qui est l'équivalent du rayon, ce qu'on appelle le demi-grand axe. C'est la distance entre le Soleil et la planète. Alors, en allant chercher ces données sur Internet, on pouvait trouver ce qu'on appelait donc le demi-grand axe de chaque planète, qu'on voit ici, exprimé en millions de kilomètres. Et sur le dessin, l'aspect circulaire, en fait, était là pour faire penser au tour, à la révolution. Donc, pour effectuer un tour complet autour du Soleil, la planète se déplaçait en millions de kilomètres, la valeur de son demi-grand axe fois 2 fois pi, voilà, qui est de Pierre, qui est la formule de la circonférence.
on obtenait une nouvelle valeur en millions de kilomètres. Et quand on faisait le ratio exprimé en millions de kilomètres par rapport à la valeur qu'on avait dans l'énigme, on obtenait un ratio équivalent à 13. Donc on voit ici, multiplié par 13, et là quand je réduis en millions de kilomètres tout simplement, j'obtiens bien les chiffres de l'énigme. Donc l'idée ici c'était de retenir 13 tours. Chaque planète avait fait 13 tours. Donc il fallait trouver les planètes, mais il fallait trouver également les 13 tours. Et c'est ça le but de cette énigme, c'était de trouver les 13 tours. Et en cherchant sur internet 13 tours, les villes qui sont un peu caractéristiques autour de 13 tours, eh bien on trouvait la ville de Fougères et son magnifique château. Le château de Fougères, qui est un château, qui aligne un système de défense jalonné de 13 tours. Donc ici, c'était la ville de Fougères qu'il fallait trouver, et donc on se déplaçait à Fougères. L'énigme était résolue, nous pouvions passer à l'énigme suivante. L'énigme suivante était donc l'énigme 72. Donc l'énigme 72 avait pour titre « Ce n'est qu'à la fin que l'on compte les points », une série de nombres à virgule, et un visuel qui exprimait voilà, un aspect de profondeur, un aspect peut-être métré, un aspect avec des points, notamment ce n'est qu'à la fin que l'on compte les points. Alors, et dans le texte, il y avait aussi un élément intéressant, c'était la fin de la ligne, c'était AR avec un petit trait dessus. Alors, ce n'est qu'à la fin que l'on compte les points. Beaucoup de joueurs ont tout de suite pensé au système Morse. D'ailleurs, le visuel peut suggérer aussi ce système Morse, un peu, alors, qui n'est pas le Morse officiel, mais on voyait un petit peu la représentation avec des points, avec des lettres écrites dessous. Voilà. Donc pour ça, il fallait effectivement aller chercher au niveau du Morse, donc en tapant Morse, tomber sur la page Wikipédia forcément, et en descendant bien en bas de la page, on obtenait une liste de symboles Morse, et on obtenait le AR avec la barre dessus, et qui signifie fin de message ou de transmission. À vous, j'attends une réponse de votre part, ce qui était clairement dans le thème, puisque c'en était bien en fin de texte, et j'attendais la réponse, puisque c'est le moment de résoudre l'énigme. Donc ça, c'était la première partie. Et puis, il y avait une autre partie qui était, ce n'est qu'à la fin que l'on compte les points. Et pour ça, il fallait aller chercher le point qui est aussi une unité de mesure. Et cette unité de mesure qui vaut 0,188 mm. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'énigme et les valeurs qui sont affichées ici, c'était que si on prenait la valeur du point 0,188 et qu'on faisait par exemple 0,940 divisé par 0,188, on obtenait une valeur ronde 5, et on pouvait faire ça avec chaque symbole, on obtenait une valeur aussi simple. Alors on voyait qu'il y avait un schéma qui était assez répétitif, c'était le 1,316 qui était situé à chaque fin de ligne à l'exception de la dernière. Si on reprenait le même schéma en faisant 1,316 divisé par 0,188, on obtenait 7. Et en allant voir dans le code Morse, on pouvait lire que l'espace entre les mots, c'était 7 points. Exactement la même valeur que l'on avait trouvée. Ce qui sous-entendait donc que chaque ligne, à la fin de chaque ligne, on avait un mot qui était désigné. Et on vient de s'apercevoir qu'en fait 7 points, c'était donc 7 fois 0,188. Donc en faisant la déduction des autres, comme on avait vu que ça tombait sur 5, ça tombait sur 4, on pouvait prendre simplement
le code de l'alphabet et on pouvait réagencer dans une table le nombre de points et les tirets qui étaient équivalents à un nombre de points aussi, et on obtenait un alphabet codifié qui était le suivant. Voilà. Et on pouvait obtenir du coup une correspondance en nombre de points. Donc par exemple, la lettre A, on sait qu'elle vaut 0,752. Alors pourquoi 0,752? Si on reprend l'alphabet, on voit que c'est un point de tiré. Un tiré. Du coup, on fait 0,752 divisé par 0,188. On obtenait 4. Donc 4 points, soit 1 point et 1 tiré, puisque 1 tiré vaut 3 points. Et on faisait ça pour tous. On obtenait donc le tableau que j'ai situé ici, et en réagençant l'ensemble, on obtenait un texte qui nous disait un miracle. Donc là, hop, je vais mettre en gras, un miracle serait le bienvenu. Et donc on obtenait cette phrase-là, un miracle serait le bienvenu. Il restait à trouver la ville correspondante, puisqu'on avait bien ce schéma qui se répétait, qui était de toujours trouver une ville. Et donc un miracle serait le bienvenu. Quand on pense à ça, il y a une ville, on trouve la ville automatiquement de Lourdes. Donc ici, il fallait partir à Lourdes. Passons à l'énigme suivante. Alors l'énigme suivante, qui était ici, donc qui portait le numéro 96, il disait: tel le petit poussé, j'ai semé des cailloux sur le chemin, j'espère que tu as pris chacun d'eux au moment opportun. Et là on avait une succession d'égalités, donc C égale 3,0862, etc. Avant d'y courir, arrête-toi et contemple. De ton voyage passé, tire les exemples. Sur les routes de France, tes pas ont dansé. De notes en notes, un fil d'Ariane tu as tiré. Dans ce labyrinthe que tu as arpenté, résident les talons. Alors, pour cette énigme, il fallait déjà repérer les lettres qui étaient en égalité, C, D, E, F, G, A, B, qui sont la notation anglaise des notes de musique. En France, on écrit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ben en anglais, c'est C, D, E, F, G, A, B. Comme on peut le voir ici. Donc c'était bien des notes de musique. Et puis à côté, un nombre. On voit qu'il y a 2 fois le même nombre, mais on n'a pas plus d'indications pour le moment que ça. Alors ici, on peut s'apercevoir que de notre voyage passé, on doit tirer des exemples. Et que, tel le petit poussé, on a semé des cailloux. Voilà. Alors ici, en fait, ce qu'il fallait réussir à comprendre, c'était les villes qu'on avait obtenues jusqu'à présent. On était parti de Messac, puis on est parti à Richelieu, Dabo, Célestat, Sisteron, Lourdes, Fougères. Ce sont les villes que nous avons trouvées. Donc il fallait se remémorer le chemin que l'on a fait. On est parti de Messac, on a été à Richelieu, Dabo, Célestat, Sisteron, Fougères, Lourdes. Et si on s'attarde un peu sur le nom des villes, on s'aperçoit que la première lettre de chaque ville, l'initiale de chaque ville, correspond à l'initiale d'une note de musique française, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Messac pour Mi, Richelieu pour Ré, Dabo pour Do, Célestat. Alors Célestat, ça peut être très bien le Si
ou le Sol, mais j'ai fait exprès de prendre la ville de Sélestat qui ressemble à Sol, sans être le Sol directement nommé, donc ce sera le Sol pour Sélestat, et plus évident, Sisteron, là pour enlever toute ambiguïté, c'est bien le Si qui apparaît, donc c'est la note Si. Fougère pour le Fa, et Lourdes pour le La. En partant de là, du coup, on pouvait transposer ces notes dans la version anglaise. On se retrouvait du coup avec le C qui veut dire le Do pour Dabo, le D, le Ré pour Richelieu, le E, le Mi pour Messac, le F qui veut dire le Fa pour Fougères, le G qui est le Sol pour Sélestat, le A qui est le La pour Lourdes et le B qui est le Si pour Sisteron. Une fois qu'on avait établi ça, on devait calculer le barycentre de toutes ces villes. Donc, et donc en utilisant les latitudes et les longitudes obtenues en calculant le barycentre pondéré de chaque ville, on obtenait du coup la ville de Guéret. Hop. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. On tombait quelque part au niveau de la ville de Guéret. Donc on se dirigeait cette fois-ci sur Guéret. Je continue, je reprends la suite de l'énigme. Avant d'y courir, arrête-toi et contemple. De ton voyage passé, tire les exemples. Sur les routes de France, tes pas ont dansé. De note en note, un fil d'Ariane tu as tiré. Dans ce labyrinthe que tu as arpenté résident les talons de ta vérité. Ici, on nous invite à venir mesurer les talons, mesurer les distances parcourues sur la carte avec toutes nos villes. Mais il faut bien faire attention à une phrase qui était avant d'y courir. Avant d'y courir, avant de courir où? Avant de courir à Guéret, qu'on vient de trouver. Donc il ne faut pas inclure Guéret dans le calcul. Sinon on fausse les résultats forcément. Donc concernant Guéret, les calculs, je veux dire, de distance, on pouvait le faire directement en mesurant sur la carte si on avait la carte, mais on pouvait également le faire à l'aide d'un site. Par exemple, le site suivant pouvait très bien faire l'affaire, donc distance Poitou, et en renseignant tous nos déplacements sur la carte, on obtenait un résultat de 2610 km. Ce qui, mesuré sur la carte, nous donnait 2,6 mètres. Alors c'était une donnée qui n'était pas hyper précise dans le sens où on pouvait avoir 2,6 ou 2,6 et quelque chose. Mais nous on va retenir la valeur de 2,6. Je continue donc mon énigme, et là je m'aperçois que j'ai trouvé mon étalon qui sera donc 2,6 mètres. Je continue sur ma prochaine énigme. Donc la prochaine énigme qui nous dit Vis Vega au méridien, au jour où Hélios touche son faîte, à 262,6923 de ta rencontre, 24 minutes après-midi, son feu m'éclaire, à 4000 son rayon touche terre. Maintenant, oublie le passé, fais comme si ça ne valait rien. Alors, Vis Vega au méridien, au jour où Hélios touche son faîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Vis Vega, Vega c'est une étoile, et quand une étoile est à son méridien, ça veut dire qu'elle est au point le plus haut, ça veut dire qu'elle est au-dessus de nous. Au jour où Hélios touche son faîte. Hélios, c'est la représentation du soleil. Quand il touche son faîte, ça veut dire que c'est l'été. On est au solstice d'été. Donc déjà, avec ces indications-là, on pouvait aller sur un site, regarder une carte du ciel, par exemple. Hop. Hop. On pouvait aller, par exemple, sur Stellvision. Stellvision a l'avantage de pouvoir choisir sa localisation. Donc, lieu d'observation, on pouvait mettre Guéret. Alors, on ne trouve pas comme ça, on est 23 000. Donc, Guéret. C'est cube. Hop. Donc Guéret,
on pouvait choisir le jour. Donc on va prendre un jour en été, alors peu importe exactement la date, l'année. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir le jour, et voilà. Et on validait. Du coup, Vega, on la retrouve ici, et nous on est centré au niveau de l'axe de rotation qui sera donc l'étoile polaire. Donc ce qui veut dire qu'en fait on va avoir une direction qui va être dans la zone sud-ouest, sud-sud-ouest. On reprend une carte de Google Maps par exemple. Donc, en prenant Guéret sur Google Maps, on sait qu'on doit aller regarder dans une direction sud-sud-ouest. L'énigme nous dit que à 262,6923 de ta rencontre. Alors on a trouvé une unité de mesure étalon qui était 2,6. Alors là l'astuce c'était de faire 262,69,23 fois 2,6 et on obtenait donc 282,99, ce qui à l'arrondi donnait 683 mètres. Et à 683 mètres aux alentours de Guéret, en faisant une petite recherche sur Wikipédia ou autre, on trouvait le Maupuy qui s'élève à 683 mètres et qui est pas très loin de Guéret puisqu'il fait partie des monts de Guéret. Donc on va aller chercher le Maupuy, on va mettre un petit coup d'itinéraire, itinéraire Maupuy, le Maupuy Guéret, hop, et on s'aperçoit qu'en fait, alors est-ce que j'ai pris la bonne chose? Non, j'ai pas pris, hop, c'est pas Guéret, le Maupuy Saint-Léger le Guérétois, hop, voilà. Et on s'aperçoit que du coup Guéret, alors là je suis pas sur une carte, si on prend vraiment le point Guéret, hein, alors, on est là et on se dirige bien dans le sens sud-ouest, sud-sud-ouest. Donc on trouvait le Maupuy, on était bon. Si on continue, 24 minutes après-midi, son feu m'éclaire. Alors, le feu de qui? Le feu du soleil. Quand il est à midi, le soleil est complètement orienté sud. Donc 24 minutes après-midi, dans ce cas-là, ce qu'il fallait faire, c'était prendre une montre, mettre midi direction le sud, et regarder 24 minutes après, donc quand l'aiguille des minutes était à 24 minutes, l'angle formé par cette aiguille est midi, et ça nous donnait la direction à suivre. Et pour ça, il fallait le faire à 4000. Alors, on reprenait du coup notre étalon, 4000 fois 2,6, et on obtenait 10 400 mètres, soit 10 km 400. Il fallait donc maintenant que l'on ait la direction à suivre, donc c'était 24 minutes après-midi. Pour trouver l'angle, il fallait faire un tour divisé par 60 minutes, ce qui nous donnait 6 degrés par minute. On avait 24 minutes, on a rajouté les 24 minutes, on était à 144 degrés. Il fallait prendre en compte qu'on était dirigé au sud, donc il fallait rajouter les 180 degrés nécessaires à retrouver l'angle direction nord, donc 324 degrés. Et en utilisant un site tel que Sunner's Tools, en rentrant les coordonnées de l'endroit où nous sommes, donc du coup au Maupuy, donc on rentre ces coordonnées, on rajoute donc 10,4 km à 324 degrés et on calculait
le point de destination. On tombait, après une recherche, alors est-ce que je peux mettre mes... Hop. On tombait ici, à proximité d'un point, donc hop, ouais. Alors, regardez exactement, on voit qu'on tombait pas très loin d'un point situé stèle, on sait pas, enfin un repère en tout cas. Alors pour ça on allait directement trouver les coordonnées suivantes et en les tapant sur Google Maps, hop, on tombait ici et en faisant des petits zooms, alors je suis perdu sur la carte, hop, voilà, en zoomant ici, voilà, on obtenait la statue Fontaine Saint-Valery. Voilà, donc on va aller voir les petites photos. Et sur cette photo, que je vais mettre ici, on va s'arrêter sur cette photo. Regardez bien la pierre qui est ici et l'énigme suivante, qui était la dernière, qui est en fait cette représentation de la pierre. Et on va lire le texte. Donc, et la force des innocents renaît, face au guide, fixe son doigt tendu, l'ultime appel. Face au guide, fixe son doigt tendu, l'ultime appel. Alors, reprenons la photo. Je crois qu'on la voit mieux sur une des photos. Je ne sais pas si on l'a ici. Hop. Voilà. Son doigt tendu. Donc on a bien le doigt tendu. Dans cette étendue se trouve ton héritage, ma tombe. Parmi les silences de roc et d'éternité, une pierre murmure son secret oublié. Ni semblable aux autres, ni tout à fait étrangère, ce qui correspond à la pierre qu'on a vue, elle attend l'œil de celui qui sait se taire. Donc, approche lentement et pose ton regard, ce n'est qu'en silence que l'écho se libère, et qu'à l'ombre du guide, la vérité s'éclaire. Creuse au pied de la pierre, là où tout commence, mais garde l'œil rivé sur celui qui veille. Dans l'alliance du geste et du regard posé se révèle l'héritage enfin dévoilé. Donc il faut être face à la statue et il faut creuser au pied de la pierre. Donc globalement, il faut se mettre dans la situation de la photo que l'on a ici. Voilà. Et là, il faut creuser. Là où je mets ma souris, c'est ici qu'il fallait creuser. Il y avait une petite allusion aussi au résultat de fin. La petite confirmation, quand on tombe ici, donc on a trouvé notre point de chute, on est sur une ville qui s'appelle Saint-Vaury. Et la petite phrase qu'il faut repérer, c'était dans l'énigme juste avant. Ici. Non, pas celle-ci, excusez-moi. Hop, là, ici. Maintenant, oublie le passé, fais comme si ça ne valait rien. Alors, c'est quoi la petite allusion? Eh ben, c'est tout simplement, si on cherche la ville de Saint-Vaury, hop, Saint-Vaury, je ne sais pas si c'est écrit dans Wikipédia, on va regarder vite fait. Les habitants de la ville de Saint-Vaury. Voilà, ça s'appelle, il s'appelle les Saint-Valériens. Fait comme si ça ne valait rien. Voilà, c'était la petite allusion au point de chute de la ville. Et donc, ici se terminait cette chasse. Il fallait donc se rendre sur site, creuser et trouver ce qui était enterré à cet endroit-là. À cet endroit, c'était un cryptexte qui était enterré. Il y avait une dernière énigme. Et cette dernière énigme, je vous laisse le soin de découvrir comment elle a été découverte par les gagnants de cette chasse.
Je vous laisse avec cette vidéo. Ce sera la fin de ces solutions. Je vous remercie d'avoir participé à cette chasse. Je félicite encore une fois les gagnants. Alors la vidéo n'était pas très qualitative, j'en suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps de faire comme je voulais, c'est très énergivore. Je peux pas faire mieux, désolé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine chasse. Yes, on reprend, donc du coup on va creuser là, le long de la pierre comme ça là. Un peu mou quand même. C'est un peu mou, ouais, ça a été c'est meuble quoi. Avec de la motte. Ouais. Il n'y a rien. Hein. Merde. Bizarre comme cette note. Ah oui. Ah, si, c'est là. Il y a un truc. Il y a un truc. Oh putain, il y a un truc. C'est vénère. Ah putain. Qu'est-ce que c'est ça, dis donc? Yeah. Je vais pas essayer de les reprendre en vidéo direct là. Faire un essai. C'est pas grave, faire un audio, va consommer moins de. Ça consomme moins de bande passante et ça sera peut-être mieux. Voilà, vous êtes là, je t'entends d'audio. Attends, je vais tenir le téléphone. Non, c'est bon, bien. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui? Ouais? Moi je t'entends. Ok, et ben on a trouvé. Là j'ai un coffret. Ouais, j'ai un coffret d'une Direct. dizaine de centimètres. C'est exactement là où on avait vu, la terre était retournée. Qu'est-ce qui arrive? Je fais une vidéo, il y a une voiture qui arrive. Je sais pas si c'est les chasseurs. Ouais. Ouais. Là j'ai la source dans le dos. Ouais, j'ai la source dans le dos, le champignon devant moi. On vous fait une vidéo en même temps. Je l'enverrai après. Du coup, il y a plein de plastique. Là, je suis toujours en train de déballer le plastique. Ça risquait pas de prendre l'eau, hein. Tu t'apprimanderas pas dedans, hein. Yes. J'ai un beau coffret. Ah, ça y est, tu l'as trouvé? Ouais, ouais. C'est cool. J'ai la boîte. C'est génial de Ah putain, Putain, il y a un cryptex. Il y
cryptex dans la boîte. Un cryptex. Putain, faut que je fasse une photo ou que...